qui s'avéra être inattendument compétent dans les arts martiaux. On l'appelait Chun, et il avait un visage assez beau et ne donnait pas l'impression d'être un combattant chevronné. Le père de Chu commença à faire l'éloge de Chun, car il appartenait à l'un des meilleurs clans de combat, flattant ainsi son ego. On aurait dit que les cieux eux-mêmes le soutenaient. Chu ne pensait qu'à son ancien chef de clan qui, à genoux, lui avait imploré de l'instruire. Peut-être devait-il leur dire la vérité? Mais en imaginant ce qui pourrait arriver à son nouveau père, il décida de temporiser. Cependant, une idée lui vint à l'esprit sur la façon de légaliser ses compétences. S'il disait qu'il avait étudié sous le chef du clan Dan lui-même, il ne devrait pas y avoir de problème. Et il pourrait attribuer toutes ces techniques au livre Ciel divin offert par l'empereur. Il serait difficile de vérifier cela. Après avoir tout décidé pour lui-même, Chu s'agenouilla devant Chun, demandant à être accepté comme disciple devant le maître. Cela toucha profondément son père, qui louait intérieurement son fils pour sa respectabilité nouvellement acquise. L'entraînement suivit son cours. Chu s'efforça de respecter toutes les demandes de son nouveau maître, bien que cela reste un peu amer compte tenu de l'état de son corps. Se mettant en position comme l'exigeait Chun, il essaya de se concentrer, mais perdit encore l'équilibre et chancela à peine sur ses pieds. Chun déversa des tonnes de colère sur lui. Comment pouvait-il échouer à la chose la plus simple? Chu endura les invectives et bouillonna intérieurement. Face à la proposition de Chu d'essayer une autre posture, il reçut encore plus de négativité, des mots sur son incompétence et son immaturité. Cela fut la goutte qui fit déborder le vase de la patience de Chu. Il n'allait pas tolérer un tel traitement. Il avait simplement joué le rôle pour ne pas montrer de progrès évidents et éveiller les soupçons. Se redressant et regardant Chun en colère, il décida de clarifier les choses en lui proposant de tester ses compétences dans un combat. Les éclats de rire de Chun firent même sursauter les oiseaux qui volaient au-dessus du manoir. Comment un sous-estimé pouvait-il oser le défier? Chu, se moquant ouvertement et se grattant le nez, suggéra que Chun avait reculé et avait tout simplement peur de se battre contre lui. Cela toucha un point sensible chez Chun. Abusant de la ruse de Chu, il se mit en colère, prétendant qu'il faisait autrefois partie de la famille du dragon. Cependant, les provocations continues de Chu poussèrent Chun à accepter le combat. Dans sa colère, il ne se souciait plus de qui le provoquait. Mais Chun annonça qu'il ne combattrait pas à pleine puissance, car cela ne serait pas équitable. Il bloqua ses canaux spirituels en frappant sa nuque avec ses pouces et attacha sa main droite à son torse. Lorsque les préparatifs furent terminés, Chun cria qu'il était prêt et lui accordait même le droit du premier coup. Chu était d'accord et commença à concentrer son énergie pour son coup. D'un mouvement brusque, il se précipita vers Chun, gagnant en vitesse à chaque pas, ce qui surprit grandement son arrogant adversaire. Arrivant à portée de frappe, Chu balança sa main droite, préparant un uppercut dévastateur. Comme un ressort tendu, son poing se dirigea vers le menton de son adversaire, mais celui-ci se déroba, étonné par tant de vivacité. Malgré les problèmes d'agilité causés par l'état de son corps, Chu poursuivit sa combinaison offensive. Entrant du côté droit, là où le bras de Chun était immobilisé, il asséna un coup puissant sur le flanc, l'empêchant de s'échapper. Mais Chu ne s'arrêta pas là, clôturant son attaque par un coup de poing retourné vif. Renversant Chun au sol, Chu pensa qu'il n'avait pas suffisamment mis à sa place ce prétentieux. Il se pencha au-dessus de lui, prêt à enfoncer ses poings dans la boue. Chun n'en croyait pas ses yeux. C'était impossible, disait-il. À quoi Chu rétorqua en plissant les yeux, qu'après tout, il était son disciple. Pendant ce temps, Huan humait l'air en gardant les portes. C'était un ordre et une punition pour lui, rester ici sans repos adéquat. Chu s'approcha, appelant Huan, et lui demanda s'il était satisfait de sa dégradation, et s'il ne trouvait pas trop facile de servir avec juste un poste, réussissant à faire la sieste. Huan ne trouva pas de réponse, se contentant de demander pourquoi le jeune maître n'était pas à l'entraînement. À quoi on lui répondit naturellement que l'enseignant n'était pas en état de donner des leçons pour le moment. Pendant ce temps, l'enseignant reposait, entièrement bandé. À ses côtés se trouvait sa femme, qui était également la sœur de Chu. Il se plaignait auprès d'elle de toutes ses douleurs et démangeaisons, mais elle était ravie que son frère se soit avéré si talentueux. Ayant dit un dernier mot à Chun pour qu'il se repose et se sente mieux, elle décida de partir, le laissant seul. Une voiture tirée par des chevaux s'approchait de l'entrée de la ville. À l'intérieur, dans une pénombre légère, un homme était assis, ne faisant aucun bruit. Mais comme il s'est avéré, il n'était pas seul. Son interlocuteur, arrivé avec lui en carrosse à destination, déclara qu'il ne voyait pas l'intérêt de sa participation personnelle. Mais l'homme était inébranlable dans son désir de rendre visite au clan. Il ordonna au cocher de les emmener à l'adresse prévue. Chu se promenait dans la ville, observant les environs. Il s'intéressait au monde avant l'arrivée du chaos. Soudain, il remarqua un groupe d'hommes discutant autour d'un étalage commercial. En observant une vie si paisible et calme, Chu se laissa emporter par des souvenirs du moment où les serviteurs du chaos avaient balayé le monde.
Son regard devint vitreux, ne voyant rien devant lui en dehors de ces événements. Quand ils sont arrivés et ont conquis le monde, l'obscurité a englouti la lumière et la joie, il n'y avait plus de place pour le repos sur la terre. Cependant, ses pensées furent interrompues par les habitants qui virent le jeune maître, la joie lisant sur leur visage. Il fut encerclé de toutes parts, observé comme s'il était une petite créature. Étonné qu'il puisse marcher seul sans aide, certains ignorèrent même qu'il en était capable. À ce moment-là, l'une des jeunes filles décida de lui offrir de la viande cuite à la broche en cadeau. Étant donné que Chu était en train de maigrir et suivait un régime, cette proposition était très tentante. En voyant cela, tous les habitants décidèrent de faire un cadeau au jeune maître et apportèrent chacun quelque chose. Voyant un tel traitement, Chu commença même à ressentir qu'il ne pouvait pas simplement accepter tout cela, mener une telle vie. Soudain, il ressentit un regard fixe sur lui, mais en tournant la tête, il ne vit personne. Il se dit que cela avait dû lui sembler. Cependant, un homme en vêtements sombres et chapeau de paille à large bord se cachait au coin de la rue. Il pensait qu'il ne pouvait pas le remarquer, déjà prêt à partir, quand la main de Chu tomba sur son épaule, voulant savoir ce qu'il faisait là. L'inconnu réagit rapidement et très agressivement, balançant un coup en direction de Chu. Le coup était puissant et rapide. Chu n'étant pas préparé à cela, il n'eut même pas le temps de réagir. Le corps de Chu sembla être propulsé comme d'un canon. Il traversa toute la rue jusqu'à ce qu'un mur de maison l'arrête, dans lequel il s'écrasa. Lorsque la poussière se dissipa, les gens purent voir le jeune maître allongé inconscient parmi les débris du mur. L'agresseur se précipita pour s'échapper, sautant sur le toit et commençant à courir. Les cris des gens derrière lui disaient qu'il fallait attraper l'intrus. Quand Chu reprit conscience, il était furieux et prêt à déchirer son agresseur à main nue. Les gens étaient déconcertés, ne sachant pas comment réagir à l'attaque et au comportement de leur maître. Se ressaisissant et voyant les regards des gens, Chu s'empressa de les rassurer en disant qu'il allait bien. Puis il s'éloigna de la scène, pensant qu'il devait améliorer ses compétences en combat. Dans la maison de Chu, son père discutait avec sa fille. Il était très heureux des succès de son fils et le voyait déjà devenir un grand commandant, cherchant où le placer. La sœur de Chu était plus réservée dans ses sentiments et lui demanda de ne pas faire autant de bruit. Il était encore trop tôt pour en parler. Les paroles concernant la hâte liée au clan Namugan et à leur héritière, avec laquelle Chu devait se marier, contrarièrent son père. En effet, Enamugan n'avait jamais voulu se marier depuis son enfance, prévoyant de devenir une maître d'arts martiaux, indépendante de tout engagement. Remarquant l'état de l'homme, elle comprit que non, ce n'était pas à cause de haie. La raison était liée à la mort de sa femme. Des ennemis le poursuivaient, mais ils avaient tué sa femme, ce qu'il se reprochait toujours. C'était lui qui aurait dû mourir à sa place. Le chariot à 4 chevaux continuait son chemin. À l'intérieur, 2 personnes poursuivaient à leur conversation. Les membres du clan Namugan supposaient que la discussion reviendrait encore sur le mariage. Des rumeurs peu flatteuses circulaient sur Chu, concernant sa paresse, son embonpoint et son manque de caractère. Néanmoins, ils continuaient leur chemin. À ce moment-là, l'un des hommes pointa du doigt quelque part. Il devait tout savoir sur Chu. C'était le seul moyen de s'en débarrasser pour de bon. Chu éternua. Il se dit que quelqu'un devait penser à lui. Il croyait que c'était juste quelqu'un qui le louait en son absence. En sortant dans la ruelle, Chu ne put trouver personne. Les visages étaient complètement absents, ce qui était assez étrange pour cet endroit. Il décida de vérifier partout où c'était possible, même dans les coins sombres. Mais partout c'était désert, absolument personne. Chu ne pouvait pas comprendre où tout le monde était passé. Soudain, un homme apparut au coin de la rue, une pelle à la main, et s'intéressa immédiatement à ce que faisait le jeune maître. Chu décida alors de s'enquérir de ceux qui étaient arrivés à tous les nécessiteux, car il y en avait toujours beaucoup ici. Il reçut une réponse de l'homme étonné, selon laquelle le père de Chu avait construit des maisons et cédé des terres à cultiver aux pauvres il y a 20 ans. Mais là, Chu se souvint qu'on lui avait déjà dit que « les murs ont des oreilles », ou pour le dire plus précisément, les nécessiteux sont ceux à qui on ne prête certainement pas attention et qui savent beaucoup de choses. Les miséreux se cachent dans l'ombre des murs, dans chaque coin et recoin. Ceux qui ont leur propre réseau d'informateurs, ceux qui ont rempli le monde entier, sont appelés le clan des mendiants. Et là, Chu comprit que s'il n'y avait pas de mendiants ici maintenant, alors il n'y avait probablement pas de clan non plus. Et personne pour fournir des informations. Un homme était assis à la table, l'un de ceux qui étaient revenus en carrosse. C'était le chef du clan Namugan. En face de lui, un homme au physique peu recommandable qui contrastait vivement avec lui, buvait du thé. Au lieu du patriarche du clan, c'est l'homme au look négligé qui prit la parole. Il supposa qu'ils avaient besoin d'informations sur Chu pour mettre fin aux tentatives de mariage et s'en débarrasser une fois pour toutes. Comme prévu, par le clan des mendiants, pensait le patriarche. Cependant,
Le membre du clan des mendiants dit qu'il ne pouvait pas fournir de telles informations, marchandant clairement, même s'il ne s'en rendait pas compte. L'autre homme ne pouvait pas comprendre pourquoi cacher des informations sur le fils du savant, surtout au chef. Cependant, le patriarche interrompit d'un geste de la main. Le rapporteur avoua que c'était une affaire de la famille Yu. La fureur de leur patriarche nuirait non seulement à la branche locale, mais à toute l'organisation dans son ensemble. Après avoir réfléchi un peu, le patriarche lança sur la table un sac rempli d'argent, laissant entendre la gravité de ses intentions. Mais le rapporteur ne fléchit pas, ils avaient besoin de l'autorisation du chef, sinon ils refuseraient de travailler. Le patriarche, sans changer de visage, retira une bague resplendissante de son doigt et la posa sur la table. Le fils du patriarche était abasourdi, car posséder une telle bague signifiait obtenir une protection totale du clan Namugan. De telles choses n'étaient pas données sans raison. Chu s'approcha d'une maison apparemment riche. C'était étonnant qu'il s'agisse d'une branche du clan des mendiants. L'apparence extérieure ne correspondait en rien au nom. Il n'était pas étonnant qu'il ait cherché si longtemps. Juste au moment où Chu allait entrer, une épée fut pointée vers son cou. Le garde, qualifiant Chu de gras, refusait de le laisser entrer, prétendant qu'il y avait des invités importants à l'intérieur. Décidant d'ignorer l'impertinent, car il n'était plus un simple citoyen mais l'unique héritier de la lignée Yu, Chu avança. Mais à peine fit-il un pas qu'il reçut un coup à l'arrière de la tête. Le garde avait clairement franchi la ligne, et Chu n'avait pas l'intention de laisser cela passer. D'un air sanguinaire, il fit signe au garde de s'approcher pour le réprimander. Dans une pièce inconnue, deux individus vêtus de sombres vêtements et de chapeaux de paille faisaient rapport à leur chef. Leur apparence ressemblait à celle de l'homme qui avait attaqué Chu. Après avoir écouté le rapport, l'inconnu en tira des conclusions qui n'étaient compréhensibles que pour lui, et il se mit à réfléchir. Sung. Comment va ce vieux tigre? Le rapporteur remit au chef du clan les informations demandées sur Chu, tout ce qu'ils avaient pu trouver depuis sa naissance jusqu'à hier. En remettant le carnet, il prévint que personne ne devait être au courant. En arrachant les notes des mains du rapporteur, le chef prêta serment au nom du clan, affirmant que personne n'en saurait rien, que toute cette histoire resterait secrète. Le rapporteur, pour sa part, prit congé et partit précipitamment. Pendant ce temps, le patriarche, ouvrant les notes et se plongeant dans la lecture, fut interrompu par des cris venant de la rue. Ayant demandé à son fils de vérifier ce qui se passait, il continua à lire. Le fils du patriarche, en regardant par la fenêtre, vit Chu se tenir en face du garde qui l'avait frappé à l'arrière de la tête. Une tension évidente planant entre eux. Sur la joue du garde, une égratignure apparaissait là où le coup de Chu avait atterri, et il n'était pas difficile de deviner que Chu avait fait de son mieux. Malgré cela, il se consolait en se disant qu'il n'était pas prêt, c'est pourquoi il avait laissé passer le coup. Chu continuait à agacer l'homme, critiquant chacun de ses mouvements et les techniques qu'il utilisait. Son kung-fu était manifestement inférieur à celui de Chu. L'assaillant s'agaçait de ces critiques, pensant qu'elles étaient dirigées contre le style de son clan. Ce n'était pas le cas, il était simplement un incompétent notoire, comme Chu se fit un plaisir de le lui rappeler. Chu lui suggéra également de simplement s'excuser, et il le pardonnerait. Après tout, cela ne valait pas la peine de perdre son temps avec des va-nu-pieds. Cela fut la goutte qui fit déborder le vase pour le jeune homme. Se détachant brusquement, il se précipita en attaque, effectuant une poussée avec sa lame maintenant dégainée, en colère pour l'insulte faite au clan Namugan. Chu esquiva sans difficulté, presque paresseusement compte tenu de la situation. Il déclara que c'était le jeune homme qui avait sorti son épée en premier, se préparant sérieusement à un affrontement. Descendant de la trajectoire de l'attaque et se lançant vers le haut, Chu fit un saut surprenant pour un adversaire peu habitué à cette agilité. Un coup puissant s'abattit sur la poitrine du jeune homme, le soulevant du sol d'un demi-mètre et expulsant tout l'air de ses poumons, ne laissant que peu d'élan à l'opposant. Sans s'arrêter là, Chu attrapa le jeune homme par les cheveux et lui asséna un coup de poing puissant de la droite sur la tête, le déséquilibrant complètement. Ensuite, ce fut un autre coup, cette fois-ci avec le pied, enfonçant l'inconnu dans le sol et soulevant un nuage de poussière. En attrapant le jeune homme par le col et en serrant le poing, Chu avait l'intention de lui enseigner les bonnes manières, puisque le clan n'y était visiblement pas parvenu. Autour d'eux, des gens commençaient déjà à se rassembler. Chu asséna coup après coup au visage déjà meurtri du jeune homme, chaque coup enfonçant un peu plus les bonnes manières dans l'ignorant. Mais soudain, il fut interrompu par un cri lui demandant d'arrêter, provenant d'on ne savait où. En se tournant vers la source du son, Chu put distinguer une silhouette se rapprochant rapidement. Un atterrissage brutal, et voilà qu'une nouvelle figure surgit devant Chu. Reculant et faisant quelques pas en arrière, Chu créa une distance entre lui et le nouvel adversaire. Mais celui-ci n'attendit pas et se lança à sa poursuite, réduisant rapidement la distance et accumulant de l'énergie spirituelle dans sa main. Chu reconnut la technique utilisée par le fils du patriarche. C'était la paume mystique explosive et éclairante.
La réalisation vint rapidement. Dans ce corps, Shu ne pourrait pas le vaincre. Il ne lui restait plus qu'à ne pas perdre. Ou il y avait peut-être encore une autre option. Préparé, Shu commença lui aussi à concentrer de l'énergie dans ses mains, se préparant à encaisser le coup. Les adversaires se rapprochèrent rapidement, et il était difficile de bloquer un tel coup. C'est pourquoi Shu prévoyait de détourner l'énergie et de neutraliser l'impulsion. Finalement, ils entrèrent en collision dans un face-à-face. Shu saisit le poing de son adversaire à deux mains pour essayer de réduire la puissance du coup. À ce moment-là, le patriarche décida de jeter un coup d'œil à l'extérieur pour comprendre la cause du bruit et arriva justement au moment de la collision.